Bonjour à tous, je suis Marcio Vassé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour votre information, je suis un ancien technicien en bureau d'études en aéronautique, ainsi qu'opérateur traditionnel et numérique, et aussi apprenti ingénieur dans l'agroalimentaire ainsi que technico-commercial. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la création de montage d'usinage, le paramétrage d'usinage et de cartouches et mise en plan. Donc pour commencer, montage d'usinage. Donc avec SolidWorks 2010, j'aurais pu utiliser n'importe lequel, mais pour des questions de lourdeur de ordinateur, SolidWorks 2010 me paraissait pas trop mal. Voilà, donc tout d'abord, on commence au préalable par créer une table d'usinage ou une fausse table. Moi, ici, j'avais créé une table d'usinage avec des rainures 14 pour que vous voyez après que je puisse les modifier quand il faudra mettre des goupilles et puis voir que les modifications ne prennent pas trop de temps quand on a bien dessiné la table d'usinage. Donc voilà, une table d'usinage assez classique, hein, voilà. Et puis après, on commence par dessiner une pièce, qui est celle-ci sera en fait le montage d'usinage. Donc pour des raisons aussi de lourdeur d'ordinateur, j'ai choisi de créer un montage d'usinage assez simple mais assez compliqué quand même. Voilà, histoire de quand même apprendre quelque chose. Mais je pouvais pas me permettre d'avoir plein de chanfreins, plein de congés, plein de poches et tout ça pour voilà des questions de lourdeur d'ordinateur. Donc là je commence par créer un contour de mon montage d'usinage. Vous allez comprendre. Donc c'est pour usiner la pièce que j'ai fait dans la vidéo précédente de mold flow injection plastique. Donc là c'est pour usiner la pièce qu'on appelle corps. Donc là vous voyez il y a trois sorties d'épaulement. Donc ça c'est pour l'isostatisme. Donc les deux là ils servent au serrage et celle en 8 tout seul, elle sert à la butée Voilà, donc les 14 diamètre 14 là ça sert pour le goupillage qu'on mettra au final en P6 et parce que les rainures de fraisage elles sont en H7 donc pour que ce soit assez centré et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, après on enlève les axes qui nous dérangent, puis on va venir faire une extrusion. Donc de 8 d'épaisseur 8, assez suffisante pour pouvoir y placer des vis de serrage et d'ajustage, et puis ainsi pouvoir serrer la pièce, la pièce corps, qui est la pièce d'une précédente vidéo de Moldflow. Donc là, après avoir fait l'extrusion, je viens placer les perçages, les filetages, ou dans ceci, je vais placer des, des tiges, euh, des tiges filetées à bout plat et à 6 pans creux pour pouvoir serrer ma pièce. Donc là, j'essaie de centrer, donc je la mets à 37,50 vu que mon moule lui fait 150 de diamètre, de rectangle. Et puis je viens choisir la dimension de mon filetage. Donc en M5 sur une épaisseur de 8, M5 c'est assez suffisant. Et puis je sais que la vis aura assez de force pour serrer, pour maintenir ma pièce. Donc voilà, jusqu'à la prochaine surface, bien sûr. Puis je fais après, je suis pas obligé de le faire, mais bon moi pour que vous compreniez, j'ai bien mis des petites gravures.
Ici pour ajustage, parce que le serrage du côté des deux épaulements lui est suffisant, mais bon, des fois que la pièce bouge, je préfère mettre quand même des vis d'ajustage, histoire de garantir le serrage en quelque sorte. Voilà, donc là je crée des notes serrage et ajustage, et puis je fais un enlèvement de matière de 0,75 mm. Voilà, pour que la gravure soit voyante, et puis voilà. Donc bah, là c'est en train de se créer. Et dans cette vidéo, bah, vous allez voir aussi qu'il y a quelques subtilités des fois en montage d'usinage et en paramétrage d'usinage. Donc voilà, la pièce là est finie. Donc bah, je viens l'enregistrer. Donc je lui donne un nom MU montage d'usinage de ma pièce que j'ai appelée Discaf, du corps et de la cavity, parce que cette pièce là pourra servir pour le corps et la cavity que j'ai dessiné dans une vidéo précédente. Et puis après, bah, je viens faire un assemblage, où dans cet assemblage, je vais pouvoir après paramétrer mon, mon usinage avec l'outil Camworks. Donc pourquoi j'ai choisi Camworks? Parce que ça, Camworks est assez intuitif, et après avoir essayé pas mal de logiciels d'usinage, je trouve que celui-là me paraissait bien sympathique et bien performant. Moi, à la base, moi, j'utilisais le Camworks 2008 où on pouvait avoir toutes les simulations de machines. Mais bon, en 2010, il y a un truc de base de données, tout ça. On peut paramétrer des prefs, des nouvelles machines, mais on ne les a pas. Après, faut faire des subtilités pour les avoir, et pour les subtilités là, il faut vraiment passer sur une vraie machine que, bah, moi, vous imaginez bien, je n'ai pas chez moi. Mais si j'avais un conseil à vous donner, de Camworks 2011 est bien parce que déjà d'une, il est en français. Et puis, mais bon, je regrette quand même qu'il n'y ait pas toutes les simulations de machines dedans, parce que j'aimais bien avoir le côté concret. Et puis, comme ça, moi, je pouvais paramétrer les prefs et visualiser vraiment mon usinage. Voilà, donc dans mon assemblage, après avoir mis des goupilles que vous voyez, j'ai mis à diamètre 16, alors que mes rainures, elles sont de diamètre 14. Et bah, ce n'est pas grave. Il suffit d'éditer ma table dans mon montage d'usinage, et puis en ayant bien fait l'esquisse, je n'ai que quelques cotes à changer, parce que j'ai fait des répétitions d'esquisse, et donc bah là je la mets à distance 16. Et vous allez voir que grâce aux répétitions d'esquisse, toute ma table se redessine automatiquement. Donc c'est surtout là qu'il faut regarder. Donc après avoir mis la cote là, vous allez voir le changement, tout se fait d'un coup. Voilà, après on valide, on reconstruit, on remet une cote ici histoire d'être sûr que mes cotes ne varieront pas, on sait jamais. Je préfère me méfier quand même. Et puis bah après, vu que ma goupille elle fait diamètre 16, ma pièce je lui avais mis diamètre 14 en correspondance avec ma table, mais bon, là je lui mets diamètre 16, et puis en ayant bien mis des contraintes égales, et ben là vous allez voir que les trous changent aussi automatiquement. Voilà. Donc après, vous allez voir, je vais pas faire tout l'assemblage non plus, mais là je montre comment on assemble le goupillage. Et après, j'irai beaucoup plus vite quand il faudra assembler les vis de serrage. Donc voilà. Après, je rotationne un peu la pièce pour pouvoir visualiser ma prochaine étape,
qui est les vis de serrage. À 6 pans creux et à fond plat et sans tête. Donc vu que j'avais fait des trous M5, je mets des vis M5 de longueur qui sont définies là, sont assez suffisantes, parce qu'il faut aussi qu'après l'outil à 6 pans creux puisse serrer la pièce, sachant que les 6 pans creux sont un peu coudés. Voilà, il faut qu'il y ait assez de profondeur pour pouvoir serrer et desserrer. Et en même temps, faut pas que ça prenne trop de temps non plus au desserrage. Et au serrage aussi. Voilà, donc là je viens de mettre une pièce. Je la mets à 3 parce qu'après ma pièce, quand la pièce corps, quand je vais la fixer dans ce montage d'usinage, il faudra qu'elle soit à 2,5 de distance par rapport aux dimensions de mon brut. Et vous verrez après que tout va correspondre. Donc voilà, là toutes les vis de serrage ont été mises. Là je positionne mon montage d'usinage sur ma table. Et puis j'essaie de centrer. Donc ma table en longueur elle fait 450, ma pièce elle fait 150, enfin 200 de largeur, donc 125, voilà, c'est au milieu de ma pièce. Après cette pièce là, je lui mets une matière que j'ai oublié de mettre quand j'ai dessiné. Donc je prends une matière classique pour les montages d'usinage, un acier non allié, voilà, c'est bien. Et puis après, je viens là mettre ma pièce qui va être usinée. Donc souvenez-vous, c'était la pièce corps de ma vidéo précédente. Donc cette pièce, je la mets en, en appui plan sur ma table d'usinage. Puis je la mets en appui rectiligne sur mes deux épaulements, à distance de 2,5 mm en fonction de mon brut. Et puis je la mets à distance de 5 en appui ponctuel sur ma butée d'épaulement, de petit épaulement que vous avez vu, elle était de largeur 8. Voilà, donc après je viens me mettre en vue de dessus pour voir les distances entre surtout mes vis de serrage, parce qu'il y a deux vis de serrage qui ont été mal positionnées, donc je les repositionne après avoir pris des distances, et puis je les mets à 3, comme ça je sais qu'elles seront en appui sur mon brut et distant de 2,5 mm sur le contour. Voilà, donc là le montage d'usinage est fini. On peut passer à l'étape de paramétrage d'usinage. Donc là, vous voyez, j'avais fait une erreur, mais c'était fait exprès au niveau de la table. Parce que là, elle était, vous voyez que l'axe X est perpendiculaire à ma table. Or, moi, je veux que ce soit l'axe Z pour que mes paramètres d'usinage soient bien faits. Donc, ce n'est pas grave. Je vais ouvrir ma pièce et puis je sélectionne changer le plan, et il faut que mon plan soit normal à l'axe X pour pour que l'axe Z soit perpendiculaire à l'axe Z et vers le dessus pour les coordonnées d'usinage. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant je sais que mes axes d'usinage sont bien en position et je vais pouvoir définir le brut. Mais avant, je vais dans Camworks, je sélectionne une machine. Là, comme vous voyez, je n'ai pas toutes les Mazac, toutes les num et tout ça, ce qui est dommage. Mais bon.
Après, je choisis ma pièce, puis je viens définir le brut. Et en ayant mis les axes Z du bon côté, et ben vous verrez que quand je mets en Z-10, et ben le -10 se retrouve du bon côté là. Là, regardez, ça va être là. Donc là, je mets 10, et puis là, le brut se définit directement. Et donc, et elle touche ma table et se trouve en appui-plan sur ma table. Donc ma méthode d'usinage, elle est en phase 10, c'est celle que vous allez voir. Donc phase 10, phase 15, après avoir fait un blanchiment du brut. Et puis après phase 20, bah, les perçages sur les côtés. Et puis phase 30, les perçages des injecteurs parce que je peux pas les percer du côté là parce que il y a une sorte d'épaulement pour que l'injecteur n'aille pas plus loin que ce qui est prévu. Donc je serai obligé de les percer de l'autre côté. Et puis bon, ça, ce type de perçage là d'injecteur peut se faire en traditionnel afin de ne pas surcharger les commandes numériques. Et mais bon, les perçages des circuits de refroidissement, eux, peuvent se faire en numérique. Et mais bon, je ne pouvais pas les faire là parce qu'il y a des perçages qui sont assez profonds et donc il faut créer des outils assez spéciaux et de grande taille en fait, en quelque sorte. Après là, je n'ai pas défini l'origine parce que je voulais que vous voyiez qu'il y aurait comment on fait quand il y a des collisions d'usinage, mais j'aurais pu définir l'origine dans l'étape juste avant, voilà, quand j'ai défini le plan d'usinage. Donc bah, tout d'abord, je viens commencer par faire un surfaçage. Donc là, les fraises ne correspondaient pas, donc j'ai fait ajouter une fraise. Donc je prends un diamètre 80, c'est bien. Et puis celle sélectionnée se retrouve tout en bas. Je fais OK. Je regarde un peu le montage porte-outils. Et là, vous voyez les distances en fait qu'il y avait dans le porte-outils sont les distances de hauteur de la fraise qui peuvent varier quand on met en place les CDP et les jauges outils. Voilà, donc là après je viens mettre les profondeurs de passe et une surépaisseur d'usinage parce que ma finition elle se fera au final. Ma finition se fera au final. Donc là, vous voyez en rouge les trajectoires d'outils rentrent dans la pièce. Donc là, je sélectionne tout, tout mon outil, porte-outil, fraise, queue de l'outil, pièce, etc. Et là, vous voyez collision. Donc quand on ne met pas afficher les collisions, bah ça, on fait pas gaffe et puis on se dit que bah, l'usinage est bien. Mais bon, c'est plus professionnel de mettre en collision, comme ça on voit vraiment tout ce qui se passe. Voilà, comme ça, là je l'ai pas mis, là on voit pas. Mais bon, on peut se douter. Et ça, c'est dû à quoi? C'est parce que j'avais pas défini mon origine. Et parce que là, l'origine, elle est prise sur la table d'usinage. Donc bah là, je définis l'origine en haut de ma pièce. Voilà, et là, toutes les trajectoires d'outils sont modifiées. Sur ma première étape qui est surfaçage. Et là vous voyez maintenant les trajectoires rouges de déplacement d'outils se retrouvent au-dessus et donc là il n'y a plus de problème de collision. Et vous verrez après il y a d'autres soucis de collision quand on définit mal les outils et ça on verra par la suite quand on en verra, je vous le ferai remarquer. Donc après le surfaçage, bon, on vient faire le contournage en utilisant les méthodes que vous voyez. Donc bossage, c'est quand vraiment on choisit bien le périmètre de la pièce et c'est ce que moi je veux. Donc je mets en finition, je valide. Et puis là je vais pas choisir l'outil tout de suite, là je choisis les passes. Et vous verrez que par la suite il y a moyen d'optimiser quand même les trajectoires d'outils et mais bon, ça, on verra par la suite. Là, pour l'instant, déjà, on paramètre toutes les étapes.
Donc on choisit quand même l'outil carbure qui convient. Et puis on choisit des passes assez correctes. Voilà, on va pas prendre des passes de 0,5 ou de 1 alors qu'on sait très bien que l'outil peut prendre une passe de 2,5. Mais bon, généralement, ouais, 2,5, c'est bien. Après, faut pas trop aller au-dessus parce que ça dégrade l'outil, ça chauffe, et puis ça fait des mauvais états de surface. Voilà, mais 2,5 pour une fraise comme celle-là, c'est bien. Donc bah là on regarde et là vous allez voir il y a encore une collision d'outils, mais c'est pas vraiment une collision, elle c'est plutôt quelque chose qui est en rapport avec l'outil et surtout avec le bout jaune de l'outil qui n'est pas assez grand et du coup bah la queue de l'outil elle chauffe. Donc il faudra par la suite augmenter la surface d'usinage de cet outil. Mais bon ça on verra par la suite. Après, bah, je fais les poches, là, qui sont des poches qui sont ici des encoches. Je pourrais mettre poche, mais poche, ça marche que quand c'est des contours fermés. Et quand on essaye poche, là, bah, il reste toujours des petites surfaces à usiner, et c'est embêtant. Donc, quand on met encoche, on est sûr que la fraise, elle va jusqu'à l'extérieur, et du coup, usine bien cette surface. Puis après, on fait générer les parcours d'outils, mise à jour. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple Camworks. Et puis c'est quand même assez correct quand on regarde les parcours d'outils. On peut se dire que voilà, par rapport à un programme NUM qu'on pourrait paramétrer en fonction des profils, ça ressemblerait à ça. Donc après, on définit les outils pour les passes de finition parce que eux ils avaient mis diamètre 1. Donc si on laisse diamètre 1, bah, il y aura toujours une petite surface à usiner qui restera. Donc moi je préfère mettre diamètre 4, ça je suis sûr. Et vu que mon congé au fond de cette rainure est de rayon de 2, et voilà, donc diamètre 4 c'est bien. Après je lui mets des passes de 2, c'est assez bien pour une finition. Et puis là je viens vérifier les collisions. Donc en ébauche il n'y a pas de collision parce que la surface de l'outil coupant est assez grande, mais là vous voyez qu'en finition la surface elle ne va pas être assez grande et du coup hop, à collision entre l'outil et le brut. Enfin il mettait plutôt entre la queue de l'outil et le brut. Et bon ça on viendra modifier plus tard. Pour l'instant on continue. Donc il y a un truc qui est quand même bien dans Camworks, c'est les multi-surfaces. Voilà, comme ça nous permet de gagner du temps. Et puis ça fait des bonnes finitions. Après c'est sûr il y a plein de stratégies, mais que quand on l'a bien en main, en fait finalement les stratégies là sont pas si compliquées et il suffit juste de voilà avoir le tour de main et puis au fur et à mesure on comprend ce que ça veut dire. Et bon, je rentrerai pas dans le détail parce qu'il y en a quand même beaucoup à expliquer, mais bon, si vous avez l'occasion d'utiliser Camworks, vous faites une surface, puis vous faites modifier, vous changez, et puis vous verrez à force, vous allez vite comprendre ce que ça veut dire comme stratégie. Donc bah, généralement, après avoir fait multi-surface, il y a quand même toujours des choses à modifier, donc haute brute, bas de forme, haute forme, surface usinée uniquement pour que ça fasse que le contour. Après toute la silhouette ou silhouette extérieure, les choses là. Et puis là, vous allez voir que les parcours d'outils vont être assez propres et assez correspondants à ce que j'ai moi dans ma tête et ce que l'on peut avoir dans la tête quand on usine. Mais vous verrez, il y aura encore quelques modifications à apporter
mais je vous expliquerai lesquels plus tard. Donc on va pas tarder à y arriver. Donc là, moi ce que je veux vérifier, c'est la correspondance entre ma surface finale et ma surface brute. Donc là, quand je choisis les couleurs, là vous voyez, tout est bleu. Et là en rouge, ce sont les collisions d'outils où on va venir dessus. Donc là, normalement, je voudrais que le haut de ce brut soit en vert. Et ça, pourquoi il n'est pas en vert? Parce que les passes de l'outil final sont trop espacées. Donc je clique dessus sur la face là en question, et puis je viens modifier les espacements de passes qui étaient à 1,25, je lui ai mis 0,75 et comme ça c'est bon. Bon, certes ça mettra peut-être un peu plus de temps à usiner, mais le but c'est que la pièce soit conforme au dessin de définition, au DDPF, dessin de définition de produit fini, que je n'ai pas dessiné là, mais que vous imaginez bien que j'arrive très bien à dessiner, et vous verrez par la suite que en voyant la mise en plan de mon montage d'usinage, vous comprendrez très vite que en dessin technique, je suis assez fort et assez professionnel, parce que j'ai bien appris durant mon expérience dans l'aéronautique. Et je remercie celui qui m'a appris. Donc là, vous voyez, après avoir fait quelques modifications, eh bien, maintenant, on va pouvoir voir que la surface de finition, elle, est bien en vert, et donc est bien conforme à ce que moi je veux, et ce que l'entreprise veut si on était dans une entreprise. Et là, vous voyez, tout est vert. Là, ici, ce sont les trous bleus que je vous parlais, qui sont des injecteurs et qui sont épaulés à l'intérieur de la pièce pour qu'ils viennent embuter et ne dépassent pas davantage quand ils éjectent ma pièce. C'est pour ça qu'on se doit de les usiner de l'autre côté pour pouvoir avoir un perçage en un seul coup, pour ainsi dire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc là vous voyez que tout à l'heure il y avait des modifications à apporter, surtout dans les collisions d'outils. Donc c'était surtout en rapport avec la queue de l'outil, donc là j'augmente la surface de coupe. Là je augmente aussi la distance de mon porte-outil afin que la surface de coupe ne soit pas écrasée dans la pince de l'outil. Je lui mets les parcours restés en bas et usiner directement en bas. Comme ça évite que l'outil remonte tout le temps dans la surface d'approche, ce qui fait gagner du temps au lieu de perdre du temps quand ça remonte à la surface d'approche. Donc je fais pareil pour les outils de finition de mes encoches. Voilà, donc là ça modifie des choses. Je fais pareil pour les trois outils. Et puis après je vais aussi venir mettre tous ces outils, je vais venir les définir dans le même T-outil, quoi, en quelque sorte. Parce que là, vous voyez, il y a T45, T46 et tout ça. Et bon, ça ce n'est pas bon. Moi je veux que tous mes outils de finition soient sur le même T. Donc après je viens faire outils. Et puis je viens sélectionner l'outil en question. Voilà, comme ça je n'aurai pas à mettre 36 outils de finition dans ma machine à commande numérique, dans le magasin. Donc là j'en ai modifié que deux parce qu'il y en avait un qui était bon. Et puis une fois que ça c'est fait, je viens vous remontrer le simulage en version un peu plus rapide, hein. J'ai mis à 150%, voire 250% le contour, mais vous verrez qu'à la fin il reste encore un petit problème avec l'outil de finition. Mais qu'à cela ne tienne, je vous montrerai comment on y échappe.
Donc bah voilà, le contour, et là vous voyez l'outil reste bien en bas, il ne remonte pas à la surface d'approche. Donc ce qui ressemble vraiment à ce que j'ai dans ma tête et à ce que vous avez pu sûrement vous voir dans n'importe quel atelier d'usinage. Et, et les contours se font généralement comme ça. Donc là, vous voyez qu'en bas, il reste un épaulement, et c'est parce que là, il y avait le serrage. Et dans mon montage d'usinage, bien sûr, je n'ai pas représenté les brides, parce que, bon, voilà, on s'imagine bien qu'il y a des brides qui viennent serrer aux quatre coins, en faisant attention qu'elles ne percutent pas l'outil. Mais bon, ça, c'est du détail, et c'est pas le plus important, ni le plus contraignant. Donc voilà, et là, hop, collision entre le bout de l'outil et le brut, parce que le rayon d'approche de cette passe n'est pas assez important. Donc là, en fait, il continue à faire le contour comme ça jusqu'à la fin. Donc après, je choisis l'outil et puis l'opération, et puis là, je viens lui mettre un rayon d'entrée un peu plus important, en quelque sorte, qui sera supérieur à la surface de brut ou à la surface usinée précédente. Et puis voilà, là maintenant, on n'a plus de soucis avec les collisions de n'importe quel outil dans cette pièce. Et cette pièce-là est totalement usinable. Et là, vous voyez, je passe juste la dernière séquence. Donc après avoir modifié des vitesses de coupe avec les formules appropriées de n égale 1000 Vc sur pi d et Vf égale f fois n fois z. Voilà, donc vous voyez, cette pièce-là met à peu près moins de 6 heures à s'usiner, donc on met à peu près 2 heures pour créer le montage d'usinage, paramétrer la machine, les prefs, tout ça. Donc cette pièce-là peut être faite en une journée largement. Donc je lui mets un numéro de programme. Et puis bah là j'ai pas défini les prefs, mais les prefs on peut les définir soit dans Camworks, soit dans le programme en utilisant les lignes de départ appropriées que vous connaissez et qui se trouvent facilement dans les livres mémotech de la productique, et elles peuvent être définies en fonction de n'importe quelle machine. Voilà, je crois il y a 6 lignes à mettre, ou 3 X, Y, Z, et et puis comme ça, on peut définir les prefs directement dans le programme. Ou on les définit dans Camworks, mais bon, vu que moi j'avais pas les simulations de machines à portée de main, je n'en voyais pas l'utilité. Mais voilà, donc j'espère que là vous avez compris pas mal de choses et que ça va vous aider à créer des bons usinages professionnels. Puis voilà, maintenant on vient faire une mise en plan. Mais avant de faire une mise en plan correcte, comme vous savez, bah, toutes les entreprises, elles utilisent des cartouches personnalisées. Voilà, là je n'en vois pas l'utilité d'utiliser un cartouche SolidWorks. Voilà, il est bien, certes, mais pour être professionnel et être en calque avec l'industrie, il faut se dire que il faut modifier un cartouche et faire un cartouche d'entreprise. Donc bah là, regardez la procédure, c'est comme ça que l'on fait dans SolidWorks. Après, on peut faire pareil dans n'importe quel logiciel, je sais que cela se fait. Moi, quand j'étais dessinateur en aéronautique, j'utilisais TopSolid, et voilà. Et je sais que c'est faisable. Tout ce que j'ai fait là sur SolidWorks, c'est faisable sur TopSolid, sur Inventor, sur Katia. Je pourrais vous montrer des vidéos où j'utilise les 4 logiciels. Mais finalement, après avoir réfléchi, je pense pas qu'il y ait un intérêt plus que ça. Parce que là, l'intérêt important dans ma vidéo, c'est que vous compreniez vraiment que je comprends ce que je fais, pourquoi je le fais et dans quelle direction on va quand c'est fait. Voilà, après d'utiliser un logiciel, se remettre à jour ou se refaire une petite mise en jambe, comme on dit, ça prend à tout casser une semaine. Voilà, après avec moi c'est parti. Donc bah là on crée un cartouche, esquisse, vous allez voir, hein, ça en accéléré quand même.
Donc là, vous avez vu mes dimensions de cartouche. Je compte y mettre des noms, des dates, des matières, des brutes, des numéros de plan, des indices. J'ai peut-être oublié de mettre échelle. Oui, bon, voilà. Et puis aussi, j'ai oublié de mettre propriété industrielle de l'entreprise, nanana. Donc, bah voilà, après je modifie les dimensions d'écriture. Donc je commence par en faire deux trois, puis après je prends le pli, je les sélectionne toutes, puis là je les mets toutes à 10 ou 12, je sais plus trop, c'est pas ça le plus important. Et puis après je centre un peu les écritures pour que ce soit c'est du style. Voilà. Et puis je mets A4 en grand. J'aurais pu faire une feuille A3, mais vous verrez que pour la pièce de mon montage d'usinage, un A4 suffisait, parce que je ne compte pas mettre 36 faces, gauche-droite, vide dessus, tout ça. Je compte mettre juste une face avec expliqué épaisseur 8, comme ça tout le monde comprend. Et puis voilà aussi, il faut savoir que dans l'industrie, il faut gagner du temps, donc il faut essayer d'être le plus clair possible et, euh, et le plus rapide possible. Donc avec l'expérience, on sait ce qu'il faut faire et ce qui est important ou pas. Voilà, donc après avoir fait ça, après je viens dessiner la norme européenne, donc qui dit que la vue de droite se trouve à gauche et la vue de gauche se trouve à droite. Et la norme américaine, c'est la vue de gauche se trouve à gauche et la vue de droite se trouve à droite. Voilà. Donc ça c'est quand même important de le mettre parce que quand on se retrouve dans des entreprises internationales, bah, ça peut avoir son importance. Et qui dit importance là-dessus dit gain de temps, gain de compréhension et professionnalisme entre les partenaires. Voilà. Donc bon, voilà, c'est juste ça, hein, mais bon, sachez que ça peut quand même avoir son importance. Et que tout le monde connaît ce symbole. Voilà, après on fait cacher, là je les efface pas, hein, je les cache juste. Donc clic droit, cacher, hop. Après je viens faire qu'est-ce que je viens faire là? Ah oui, je viens mettre le nom, le logo de l'entreprise fictive que j'ai inventé, Usin. Ça me paraissait cool. Et puis voilà, parce que dans chaque cartouche, il y a toujours le logo d'une entreprise. Donc voilà, je trouvais que le logo là que j'ai inventé était assez beau. Et puis après, on vient faire définir le cartouche pour définir ce qui sera modifiable ou non dans ce cartouche. Et donc ce qui sera modifiable, bah, ce seront les carrés avec les croix. Donc je viens sélectionner toutes les croix. Et puis je fais valider. Et après, je viens enregistrer mon fond de plan. J'ai mis A4 perso, voilà, ou j'aurais pu l'appeler n'importe comment. Après, on voit avec l'entreprise comment on veut l'appeler. Puis après, je retourne dans SolidWorks et là, je choisis mon fond de plan. Ou après, dans lequel je vais mettre ma pièce et qui est le montage d'usinage MU Discaf Core and Cavity. Donc je sélectionne les pointillés. Donc sur certaines vues, on peut enlever des pointillés. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette mise en plan, c'est quand même l'utilisation de DimExpert. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. Moi qui à l'époque dessinais sans DimExpert, je mettais des cotes un peu partout. Bah DimExpert, bah c'est bien. Il met des fois peut-être un peu trop de cotes et puis bon, on en enlève. Mais bah ça fait quand même gagner du temps, hein. Et sachez qu'une mise en plan, ça se fait pas en 2 minutes. À l'ancienne, ça se faisait pas en 2 minutes. Donc et quand on a 36 mises en plan à faire,
des fois, quand on a Dim Expert, c'est clair que ça soulage quoi. Donc quand on fait un dessin en tant que technicien, on vient mettre directement les les pointillés, les axes. Voilà, c'est ça que je cherchais, les axes. Donc n'importe où on peut mettre des axes, on met des axes pour que les gens comprennent bien que c'est soit une pièce prismatique, soit une pièce cylindrique. Et si on ne met pas les axes, il y a des fois, on peut ne pas comprendre. Et sachez que dans mon expérience de dessin industriel en aéronautique, je n'ai jamais eu un souci, si ce n'est peut-être une fois, j'avais mis une mise en plan à 0,5 mm en moins sur la table, et puis donc du coup on a dû reprendre une passe de 0,5 pour se retrouver à la bonne taille d'usinage. Je crois que c'est le seul problème que j'ai eu en 6 mois de dessinateur aéronautique, ce qui était bien suffisant. Et puis voilà, utilisation de Dim Expert. Donc voilà, là je configure un peu Dim Expert, tout le modèle en entier. Après avoir écarté quelques cotes, les avoir remis bien homogènes. Et j'en rajoute quand même quelques-unes qui manquent. Je viens mettre les anthrax. On vous imaginez bien quand même que cette pièce-là est symétrique. Et vous allez voir par la suite, il y a quelques spécifications géométriques qui montreront que cette pièce-là est symétrique et que il y a quand même quelques spécifications géométriques à mettre malgré qu'on fait un contour à 2,5. Bon, je les ai mis histoire de vous montrer comment on les met et que quand c'est des surfaces usinées, il vaut mieux quand même y penser et, y penser surtout à l'importance d'une tolérance à 0,2 ou à 0,02. Voilà. Donc après qu'on ait mis des cotes comme avant, on vient pas surcharger le dessin en mettant toutes les R05 un peu partout. Non, on met 12 fois R05, ça suffit, tout le monde comprend. Après on met 4 fois diamètre 10, tout le monde comprend. 2 fois diamètre 16, où là le diamètre 16 n'est pas qu'un diamètre 16 tout simple, là c'est un diamètre 16 P6. Parce que la goupille sera mise avec une presse dans ce perçage. Et puis, sachant que la goupille est en 16H7, elle sera bien centrée dans ma table avec une précision redoutable, on va dire 0,02. Ce qui est bien. Si on avait une pièce de précision ou un contour de précision. Mais bon, là, vu qu'on avait un brut de 2,5 sur les contours, bon, voilà, c'est pas si important que ça, mais ça vaut quand même le détour. Après, là, je mets les gravures. Bon, je détaille pas plus les gravures, hein, parce que voilà, on se doute bien que il faut qu'elles soient à peu près mises comme sur le dessin. Après qu'elles soient 1 mm ou un chouïa plus à gauche qu'à droite, c'est pas ça le côté fonctionnel de ce montage, donc ce n'est pas ça le plus important. Mais bon, un ouvrier se doute bien que ça doit être à peu près dans le style du dessin de définition. Donc voilà, après là je mets des spécifications géométriques, donc je commence par définir une pièce, une surface A. Donc la surface A de l'épaulement de largeur 8, donc de tolérance 0,2. Et là, sachez que toutes les cotes, elles n'ont pas mis de tolérance sur certaines parce que il y a une tolérance générale que j'avais mis dans mon cartouche qui est de 0,2. Donc voilà, par rapport à ma pièce, c'est suffisant. Et puis après, je viens mettre une symétrie de l'axe de ma goupille de 0,2, voilà, par rapport à l'axe B. Voilà, ce qui dit que l'axe de la goupille doit se trouver entre un plan distant de 0,2 de l'axe B.
Un plan imaginaire, bien sûr. Ou un plan réel, que certains l'appellent. Et puis voilà, quand on a fini, bah, on fait respirer le dessin de définition. Voilà, en éloignant un peu les cotes pour que voilà, ce soit agréable à lire. Et, euh, et puis voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah, généralement on fait le dessin d'ensemble du montage d'usinage où là on met la nomenclature, vis de serrage, sans tête, six pans creux, plat, voilà, table, fausse table, diamètre, largeur. Je vous laisse imaginer le dessin d'ensemble. Et puis on fait valider par le responsable de bureau d'études, qui sait, peut-être un jour ce sera moi. Et puis je regarde et puis je valide si cela me paraît correct. Et puis voilà, bah c'était ma dernière vidéo, donc bah, j'espère que vous en avez retenu quelque chose et merci.